Merci aussi à vous, Madame Yacouben. Nous allons prendre notre troisième intervenante, Madame Jamila Hemissi, qui est directrice des grands risques à la Société algérienne d'assurance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Aslama, Mohamed parmi nous. Avant de commencer, je tiens à remercier GTS pour l'invitation et de nous avoir permis donc, de se retrouver, nous les acteurs du secteur maritime. Moi, mon intervention, je termine, donc j'espère que c'est une scolarité comme on dit. Je vais essayer, moi, de parler sur le rôle de l'assurance dans le cadre du transport maritime. Assurance maritime qui concerne les facultés notamment et le navire bien entendu. Donc j'interviens dans la continuité de ce qui a été déjà exposé par mes collègues de cet après-midi. Et à l'occasion, je tiens à les remercier et remercier les intervenants de ce matin, les différents intervenants et experts pour la qualité de leur présentation. Nous avons appris beaucoup de choses. Et je tiens à dire que finalement, toutes les interventions dans le cadre de l'industrie maritime convergent vers le même souci, c'est la sécurité, c'est les aléas, les risques qui sont liés au maritime. Et donc, par ricochet, venir pour dire que pour pallier à tous ces risques-là qui ont été évoqués, l'assurance joue un rôle très important. Donc vous savez, pour la plupart vous êtes dans le domaine, dans le secteur maritime, que les échanges internationaux, donc le commerce international en général, et il est fait grâce au navire, donc par l'utilisation du navire. Donc le transport maritime reste un moyen indéniable, incontournable pour le développement économique de tous les pays à travers les échanges mondiaux. Mais il s'avère que le moyen utilisé, donc la voie maritime, le navire, reste un moyen périlleux. Donc il expose l'expédition, donc le navire et les marchandises, y compris l'équipage qui est à bord, à de multiples risques et donc aléas qui font que les conséquences sont désastreuses, donc voire catastrophiques, tant pour le navire, pour les marchandises, donc les intérêts qui sont à bord. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, il y a eu des améliorations, un développement technologique a été opéré dans la construction des navires, à travers les chantiers de construction navale. Il y a des soins qui ont été apportés à la navigation maritime. C'est un peu pour pallier à ces risques auxquels sont exposés les différents intervenants, mais n'empêche que l'expédition maritime reste fortement exposée à des aléas. Donc comment faire pour... et puis bien entendu, la survenance de ces aléas, de ces risques, impacte fortement sur l'équilibre financier des opérateurs, des entreprises de manière générale. Donc là, on aborde un peu le volet de l'assurance, du rôle de l'assurance, pour pallier, se protéger contre ces aléas qu'on ne peut éviter, quels que soient les moyens utilisés, quel que soit le niveau de technologie auquel on est arrivé. Donc l'assurance reste un moyen stratégique qui permet donc de transférer tous ces risques-là sur l'assureur et qui va permettre donc de gérer, de se protéger d'abord et de gérer donc les sinistres. Je vais, pour ne pas tomber dans la redondance avec ce qui a été déjà présenté par mon collègue M. Mazou du CNA, je ne vais pas trop m'étaler moi sur la réglementation, sur les procédures, sur les contrats d'assurance. Je vais plutôt moi vous illustrer un petit peu ce qui se fait, ce qui arrive quand on est sur un navire, quand on est en mer, tous les risques auxquels on est confronté. Donc on va essayer de les lister, de les voir, de les identifier, de les classer aussi, pour pouvoir donc apporter la solution idoine, notamment à travers donc une couverture en assurance. Donc je passe le cadre légal, il a été bien présenté par mon collègue. Donc dans une intervention, dans une expédition maritime, il y a des intervenants et chacun a un rôle à jouer. Donc chacun des intervenants, il a un rôle. Et sans cet intervenant, donc l'expédition ne pourra pas avoir lieu, à commencer par donc l'acheteur et le fournisseur qui concluent un contrat de vente. Donc tout commence à partir d'un contrat de vente qui est négocié entre acheteurs et vendeurs. Donc ils vont déterminer un peu la marchandise qu'ils doivent. L'acheteur qui a besoin donc d'une action commerciale, d'une transaction commerciale pour s'approvisionner, pour
acheter un produit, une marchandise. Il va faire appel à un vendeur qui dispose de cette marchandise et donc ils vont négocier un contrat de vente qui sera conclu de façon à déterminer la nature de la marchandise, son emballage, les moyens, le conditionnement et notamment le point le plus important sur lequel ils vont négocier, c'est l'Incoterm. L'Incoterm qui est une règle internationale établie par la Chambre de commerce internationale. Et cet Incoterm qui est une règle universelle est très importante quand elle est négociée et conclue entre acheteurs et vendeurs, parce qu'à partir de cet Incoterm, on va déterminer le moyen de transport qui va être utilisé, qui va affréter un navire, qui va choisir le navire adapté pour le type de marchandise qui a été négocié, dans quelles conditions, à partir de quel endroit, de quel port, jusqu'à quelle destination finale. Donc là, on aura besoin dans l'intervention de cette expédition maritime d'un point de départ qui est un contrat de vente conclu entre acheteurs et vendeurs, sur lequel, à travers de ce contrat, on a arrêté l'Incoterm utilisé. Après, on aura affaire à un autre intervenant qui est le transporteur maritime. C'est à partir de là ou le fournisseur ou l'acheteur qui va déterminer, qui va négocier le fret, négocier le navire sur lequel la marchandise va être transportée. En général, chez nous, sur le marché algérien, les deux Incoterms, pour votre information, les Incoterms qui ont été émis par la Chambre de commerce internationale, la dernière version elle remonte à 2020, on est à 11 Incoterms. Bien sûr, chacun choisit selon ses besoins, selon l'organisation du pays, de la réglementation. Mais en Algérie, les Incoterms les plus utilisés, il y en a deux. Nous avons le FOB et nous avons le CFR. Voilà. Quand on est dans un contrat de vente CFR, cela signifie que l'acheteur, plutôt le vendeur, c'est à lui qui va affréter, chercher, prospecter un navire pour acheminer la marchandise de son usine ou bien du port d'embarquement jusqu'à destination finale au port de débarquement. Donc là, le choix, il est à la charge du vendeur. Donc en général, l'acheteur n'a pas une visibilité, souvent, il n'a pas une visibilité sur l'état de navigabilité du navire, sur l'âge du navire, sur la classification. On en a parlé longuement ce matin par rapport au bureau de classification des navires qui est très important, le rôle est très important. Donc à ce niveau-là, l'Incoterm, donc coût et fret, qui est le plus souvent négocié et utilisé par les opérateurs algériens, donc on laisse le choix au vendeur d'affréter le navire qu'il a négocié avec un armateur ou un transporteur maritime. Le deuxième Incoterm, qui est aussi usité, mais surtout on l'utilise quand on fait des exportations, c'est le FOB. Le FOB, là, ça veut dire que le vendeur, il met à disposition la marchandise, il prend en charge tous les frais, tous les coûts, il prend en charge également tous les risques, depuis son usine jusqu'au port d'embarquement. On va voir après une petite image sur le trajet qu'il va faire, voilà, par rapport aux risques. Pour le FOB par exemple, donc le vendeur il prend tout en charge, et les risques et les frais depuis son usine jusqu'à l'embarquement à bord du navire. Mais dans ce cas-là, c'est que le navire il n'est pas prospecté par le vendeur mais par l'acheteur. Donc là, quand il s'agit d'une importation, c'est très difficile. Parce que d'abord, nous, en tant qu'opérateurs économiques algériens, nous n'avons pas un pavillon assez riche, une flotte qui peut prendre en charge l'acheminement de ces marchandises. Et s'il doit solliciter des transporteurs étrangers à travers des compagnies maritimes, ça va être un peu compliqué. Il faut d'abord qu'il y ait la maîtrise de tout ce qui concerne le maritime, l'affrètement, la logistique. Et là, ce n'est pas évident pour un opérateur économique. C'est pour ça qu'en général, il préfère négocier en coût et fret au lieu du FOB. Voilà un peu par rapport à ça. Donc, je reviens aux intervenants dans une expédition maritime. Donc le transporteur, c'est le navire, donc c'est lui qui est prêt à embarquer la marchandise pour l'acheminer. Et donc, bien entendu, le transporteur, en vertu du code maritime algérien, qui s'est inspiré bien entendu des conventions internationales, notamment la convention de Varsovie de 1924. Bon, elle n'est pas au profit de l'Algérien, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que le transporteur il est responsable donc de l'acheminement de la marchandise depuis la mise à bord jusqu'à destination, jusqu'au port de débarquement. Donc il doit répondre de tout ce qui va arriver à la marchandise pendant le transport maritime. Nous avons un autre intervenant qui est très important, dans le rôle très important, c'est l'atelier et le manutentionnaire.
Donc l'acconnage et la manutention, là aussi, à ce niveau-là, les marchandises ne sont pas à l'abri des risques, parce qu'il peut y avoir également des problèmes, des accidents pendant l'opération de manutention et d'acconnage. Donc ailleurs, la manutention et l'acconnage, ce sont des deux activités distinctes qui sont opérées par deux entités différentes. Nous, chez nous, en Algérie, chez nous, les entreprises portuaires ont la double casquette. Ils sont à la fois acconniers et manutentionnaires. Donc l'acconnage, c'est la garde, c'est le gardiennage de la marchandise, c'est le pointage, c'est l'identification des marchandises au moment de son débarquement ou bien au moment de son embarquement. Et l'acconnier, il a la garde de la marchandise, donc il est responsable de la marchandise tant qu'elle est dans l'enceinte portuaire. Par contre, le manutentionnaire, il est là pour charger, décharger, arrimer, désarrimer la marchandise. Donc les deux, ils sont responsables de leur faute envers celui qui a requis leur service, notamment en général, c'est le transporteur maritime. Parfois, il arrive que, ça dépend du contrat qui a été conclu entre l'acheteur et le vendeur, il arrive que ce soit l'entreprise portuaire qui va être responsable par rapport aux fautes commises par l'acconnier ou le manutentionnaire qui reste dépreposé par rapport à leur mandat. Un autre intervenant dans l'expédition maritime, c'est le consignataire du navire. Je crois qu'ils sont là, la plupart des agents de consignation, Marmetsa notamment. Voilà, ils sont là, ils interviennent, ils sont un peu partout dans tous les ports. Il faut qu'il y ait un agent consignataire qui va intervenir pour le compte du transporteur, donc pour le compte de l'armateur. Il est là donc pour intervenir dans le cadre de l'escale du navire, pour l'avitaillement, pour les échanges de documents, pour la livraison de la marchandise, entre autres. Vous avez le consignataire de la marchandise, il arrive aussi, et en général c'est le transitaire, qui va prendre en charge la réception de cette marchandise, son déchargement, les échanges de documents avec l'agent consignataire, avec les autorités portuaires, pour faire sortir cette marchandise et également préparer le dossier de transit, c'est-à-dire le dédouanement de la marchandise pour qu'elle puisse sortir du port et être commercialisée. Donc ça, c'est le rôle du transitaire ou du consignataire de la marchandise. Vous avez également le rôle de la banque, qui est un rôle aussi indéniable, c'est le financement de la transaction commerciale et le contrôle donc, des documents qui accompagnent donc, la marchandise. Et la douane, en dernier ressort, c'est un organe de contrôle, c'est un organe, donc c'est les recettes, et c'est la douane qui va déterminer donc, si la transaction ou l'importation de la marchandise, elle répond aux normes, elle est autorisée, et qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas d'importation de marchandises prohibées. Donc ils sont là pour réguler, pour contrôler, pour au final autoriser la commercialisation de la marchandise. Voilà en gros les intervenants. Ça, nous assurons que c'est très important pour nous, même pour les opérateurs économiques, ils doivent connaître ces intervenants, les responsabilités de chacun, les rôles et les responsabilités de chacun pour que cette expédition puisse se faire en bonne et due forme et que la marchandise arrive à un bon port avec moins de risques, moins de dommages. Donc l'écoterme, tout à l'heure j'ai un peu avancé, anticipé, donc l'écoterme FOB, et vous avez également l'écoterme coût et frais, j'en avais parlé tout à l'heure. La différence c'est quand on importe en coût et frais, donc c'est le vendeur qui va prospecter et négocier le fret et le choix donc, du navire. Maintenant, on va essayer de connaître la nature de ces risques pour qu'on puisse adapter une couverture en assurance. Nous, on agit en tant qu'assurant. Ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les risques qui touchent les marchandises, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la mer, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté donc, de la mer, dans les ports d'embarquement. Nous, nous assurons des marchandises, mais après, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté à l'embarquement de la marchandise, tout le long de l'acheminement de la marchandise. Et il faut savoir que la marchandise, elle transite par la voie maritime, effectivement, mais il arrive par moment où elle fait escale. Donc il y a des ruptures de charge, où la marchandise donc, est débarquée dans un dépôt, en attendant qu'elle puisse être embarquée, réembarquée sur un autre navire pour arriver à destination finale. Donc à chaque fois que la marchandise elle est manipulée, elle est embarquée, débarquée, ça veut dire qu'elle est exposée à des risques, à des dommages, à des avaries. Et il n'y a pas que les avaries, les dommages, les pertes et les dommages qui touchent la marchandise pendant la traversée, mais il y a aussi des dommages, il y a des avaries qui touchent la marchandise à travers donc, les manipulations, donc à travers l'intervention humaine, à savoir la manutention, l'acconnage et autres. Donc, nous, assureurs, donc, nous avons classifié, si vous voulez,
classer les risques et les événements en deux catégories. Donc nous avons les risques ordinaires qui sont liés à l'opération de transport, et vous avez également des risques exceptionnels qu'on appelle risques extraordinaires ou exceptionnels. Donc les risques qui sont liés à l'opération de transport proprement dite, ce sont le cas, par exemple, il y a les images qui illustrent bien le risque, ces risques-là. Donc vous avez un cas d'abordage, donc à ce niveau-là, vous avez plutôt un cas d'incendie et explosion à bord des navires. Vous avez le cas d'un navire qui est en difficulté et risque de faire naufrage. Là, il s'est fissuré en deux, donc il y a eu un problème. Peut-être il a touché un rocher et il s'est fissuré en deux. Vous avez là le cas d'un échouement, donc un navire en difficulté, il a heurté un rocher certainement. Et là aussi, on a le cas d'un désarrimage. Donc ce sont des événements qui surviennent souvent pendant la traversée maritime. Vous avez également, toujours dans le cadre donc, des risques liés à l'opération de transport proprement dit, c'est la manutention et la rupture de charge. La rupture de charge dans le cadre d'une escale de navire. Donc la marchandise arrive, et souvent il y a des porte-conteneurs en ce moment, d'énormes porte-conteneurs qui transportent des marchandises en conteneurs, mais ils ne peuvent pas rentrer dans les ports algériens en vertu de leur dimension et de tir en deux au niveau des ports. Donc ces navires-là, porte-conteneurs, ils vont escaler quelque part dans un des ports où la marchandise va être débarquée, ensuite réembarquée sur un autre navire de petite dimension qui va pouvoir arriver, entrer, accoster dans un port algérien. Donc à ce niveau-là aussi, il y a risque que la marchandise subisse des dommages. Des fois, on oublie le conteneur, on ne le charge pas. Des fois, il tombe à l'eau. Donc il y a beaucoup de dommages, beaucoup d'avaries qui affectent aussi les marchandises à ce niveau-là. Et pour ces événements qui sont liés à l'opération proprement dite, l'opération de transport, sachez qu'il n'y a pas des facultés qui sont exposées à le navire et qui est en danger, l'équipage aussi dedans qui est en danger. Donc vous voyez l'expédition maritime, elle met en danger pratiquement tous les intérêts qui sont à bord du navire. Donc on a un autre cas de risque qui touche l'opération de transport proprement dit, c'est les intérêts transportés, donc c'est la marchandise, et là on est dans un cas d'avarie particulière. Donc c'est les marchandises qui sont affectées, ils subissent de la bouille, de la casse, même quand elles sont transportées en conteneurs, elles ne sont pas à l'abri d'un aléa. Vous avez également un autre cas de la deuxième catégorie d'événements ou de risques qu'on appelle extraordinaires ou exceptionnels. Ceux-là, ils sont dus donc à la guerre civile ou étrangère, aux émeutes et mouvements populaires, à l'acte de terrorisme et de sabotage. Et il y a des illustrations par rapport à ce qui peut arriver au navire. Et comme vous le savez, en ce moment, on est en train de vivre une ère où les conflits de par le monde, tous les pays pratiquement, la plupart des continents, vivent dans des situations géopolitiquement instables. Donc là, ces risques-là deviennent pratiquement fréquents. Les types d'avaries, donc la survenance de ces risques, bien entendu, sont traduits par des avaries, que mon collègue Moussa Mazo a bien expliqué tout à l'heure en précisant un peu les différentes avaries. Les avaries particulières, donc ce sont des dommages et des pertes qui touchent les marchandises, donc les intérêts transportés. Vous avez les avaries frais, ce sont toutes les dépenses qui sont générées à la suite de la survenance d'un sinistre. Et les avaries particulières, c'est propre au transport maritime et c'est l'avarie la plus coûteuse, dont les conséquences sont plus coûteuses, sont plus onéreuses pour les opérateurs économiques parce qu'elles génèrent des frais. Et la gestion du sinistre quand il survient, elle est très longue, la gestion, elle est de longue haleine et elle engage des frais exorbitants. Et l'avarie commune, bien entendu, quand elle survient, elle va toucher l'ensemble de l'expédition. Donc tous les intérêts qui sont à bord du navire sont touchés par le cas d'avarie commune. Donc elle répond c'est une institution qui m'appelle comme tout à l'heure, très qui concerne principalement, plutôt exclusivement le transport maritime. Et donc elle est régie par les règles du Dieppe d'Anvers. Donc les règles du Dieppe d'Anvers ont été faites spécialement pour gérer les avaries communes. La gestion elle est très compliquée, elle est coûteuse, elle est longue, et elle est faite par le biais d'un expert dispatcheur, un expert répartiteur spécialiste des avaries communes. Et l'avarie commune, pour la déclarer, doit répondre à certaines conditions.
conditions. Donc c'est très réglementé, c'est très structuré. Donc ça fait partie donc, des aléas du transport maritime. Là, c'est une illustration, donc c'est une carte un peu sur les sinistres qui surviennent à l'échelle mondiale. Donc elle a été éditée en 2023. Et vous constaterez les régions où il y a une forte concentration en matière de sinistres. D'ailleurs, on l'a vu ce matin avec les collègues qui ont présenté sur la sécurité, sur la classification et notamment les risques avec monsieur l'expert, n'est-ce pas? Donc les zones les plus touchées, on les voit, c'est là, c'est la région du nord de l'Europe. Vous avez la région du sud-est de l'Asie. Là, il y a une concentration donc, de risques. Vous avez les navires qui font l'objet de naufrage pratiquement, la moyenne d'âge c'est 29 ans d'âge. Pour vous dire que le navire aussi, il doit répondre à certains critères, à certaines spécifications techniques par rapport à l'âge, par rapport à l'état de navigabilité, d'où l'importance de passer par un bureau de classification de renommée internationale. Vous avez également des cas où des navires qui font l'objet de naufrage suite à une explosion, et des fois des navires qui ont fait l'objet de sinistres suite à des actes de piraterie. Donc pratiquement là, c'est un peu les différents sinistres, tout type de sinistres confondus. Là, je voulais parler de la JW, la circulaire JW, donc c'est la Joint World Committee. Celle-là, elle est très importante pour les assureurs, on l'a su de près. C'est un comité en fait qui est composé de représentants donc, des assurances maritimes, du Lloyd's Market et des assureurs internationaux. Donc le rôle, c'est un peu de lister, d'identifier les régions, les zones à haut risque où il y a une instabilité géopolitique dans ces régions-là. Et là, ça va permettre aux assureurs de voir dans quelle mesure ils peuvent prendre en charge ou assurer les marchandises qui vont transiter par ces pays-là. Il y a aussi un autre événement qui touche en dehors de conditions climatiques, en dehors de l'erreur humaine. Il y a d'autres conditions, d'autres actes, d'autres risques qui touchent les marchandises, et notamment les tensions politiques qu'on est en train de vivre en ce moment. Dans les régions du Moyen-Orient, par exemple, vous avez le fameux le Golfe, alors du côté du Yémen. Alors là, je pense que ça doit marcher, non, ça ne marche pas. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez la région du Moyen-Orient, notamment le Golfe d'Aden, et surtout le détroit ou le Golfe Bab el-Mandeb, par où transitent la plupart des expéditions qui viennent de l'Asie. Elles passent par le canal de Suez qui débouche sur le détroit de Bab el-Mandeb, qui lui-même va déboucher sur le Golfe d'Aden, et c'est pratiquement contrôlé, si vous voulez, par les Houthis, donc le Yémen. Vous avez l'Érythrée, vous avez toute la région à haut risque. Donc, un navire qui passe par là-bas, surtout quand c'est un navire qui représente une entité indésirable, telle que les États-Unis, l'entité sioniste, la Grande-Bretagne également, donc ils sont ciblés par les Houthis. Donc il y a des attaques qui se font à longueur d'année. Et là, toutes les marchandises qui transitent par là-bas, les navires sont attaqués. Il y a des tentatives, des fois c'est échoué, des fois ça marche. Donc l'attaque, elle se fait réellement. Donc là, c'est des régions, donc si on a des expéditions, nous on a des opérateurs par moment qui ramènent des marchandises à partir du Moyen-Orient. Donc on est très regardant sur l'itinéraire qu'ils vont traiter. Et on conseille les opérateurs économiques par rapport à ça. On attire leur attention sur ce qui se passe et surtout par rapport à l'assurance qu'ils vont souscrire, qu'ils vont contracter, parce que la prime, elle dépend donc de ces régions-là. Nous avons un autre cas, donc la guerre de la Russie-Ukraine, donc c'est tout le monde qui sait, et vous savez que la Russie, elle a été sanctionnée, elle est sanctionnée par l'ONU, donc tous les intérêts qui proviennent de Russie, tous les intérêts à bord du navire qui ont un lien directement ou indirectement avec la Russie ne sont pas pris en charge par les assureurs étrangers, donc par les assureurs internationaux. Donc là, ça pose aussi un problème par rapport à cette expédition. Là, un autre cas qui est très familier au transport maritime depuis la nuit des temps, depuis que l'homme pratique le transport maritime, c'est les actes de piraterie. Donc c'est toujours en recrudescence. Il y a des régions qui sont très connues pour des cas de piraterie. Vous avez le cas de l'Amérique latine,
donc du côté du Venezuela, Pérou, etc. Vous avez le cas du Golfe de Guinée, la corne ouest de l'Afrique, qui est considéré aussi comme étant des points chauds de piraterie, notamment le Bénin, le Togo, la Guinée carrément. Donc là, c'est des régions où les actes de piraterie sont en recrudescence et ça met en danger l'équipage, les marchandises, le navire. Vous avez aussi l'Asie, le côté sud-est de l'Asie également. C'est un point chaud par rapport donc aux attaques des pirates. Donc là, c'est un peu une image un peu plus c'est zoomé par rapport au golfe de Guinée, au niveau de la côte ouest de l'Afrique. Donc c'est une région à haut risque par rapport. D'abord, il y a la détention politique à ce niveau-là. Vous avez le Nigeria un peu plus bas, vous avez le Togo, le Bénin. Et en plus, il y a les actes de piraterie qui sévissent jusqu'à aujourd'hui. Des illustrations par rapport aux Amériques que nous avons, que le marché a vécu, le marché des actions a vécu. Nous avons le cas de la variété commune de l'Evergiven, d'ailleurs il a été largement médiatisé, l'Evergiven. Donc c'est un porte-conteneur de construction japonaise, flambant neuf pratiquement. Il a transporté dans 18 conteneurs, il est passé par le canal de Suez, mais un aléa est vite arrivé, donc on ne peut pas le contrôler. Il a fait l'objet d'un échouement au niveau du canal de Suez, ça a provoqué le blocage du canal de Suez. Et comme vous devez le savoir, le canal de Suez constitue pour l'entreprise égyptienne, c'est sa deuxième ressource en matière de ressources, c'est son deuxième moyen de ressources après l'agriculture, plutôt après le tourisme. Et 12% pratiquement du trafic maritime transite par le canal de Suez. Alors le porte-conteneur, il a bloqué le canal, le passage. Donc non seulement il a causé des pertes financières aux intérêts qui sont à bord du bateau, c'est des centaines de clients qui sont à bord, des préjudices par rapport à l'entreprise de gestion de canal de Suez, l'entreprise égyptienne, et également un préjudice considérable par rapport aux navires qui étaient derrière, qui devaient transiter par le canal de Suez. Donc ils ont été bloqués pendant des jours et ils ont été obligés après de changer de cap, donc de contourner le canal de Suez et prendre un itinéraire plus long, ce qui a causé des retards d'abord dans les livraisons et des coûts en matière de fret. Voilà, c'est toujours le Evergiven, comment il a fait l'objet d'un échouement. Et là, c'est des opérations de déséchouement du navire qui coûtent très très cher. Nous avons le cas du Maersk Granum. Là, il a fait l'objet d'un incendie à bord. Nous avons un assuré à bord du navire. Heureusement que pour nous et pour lui d'ailleurs, ces conteneurs n'ont pas été touchés par les flammes et n'ont pas été également touchés par les tentatives d'extinction. Parce que des fois, quand on essaie de sauver les marchandises, qui prend feu, on essaie d'éteindre, donc les moyens qui sont utilisés vont endommager la marchandise. Pour ce cas-là, notre client a réussi à recevoir sa marchandise, mais après une longue galère, parce que ça a pris du temps pour la gestion. Et pour l'acheminement de la marchandise, le bateau a été obligé d'être sauvé. Il a été acheminé vers un port de refuge, en quelque sorte. On a déchargé les marchandises, on a séparé ce qui a été incendié, ce qui n'a pas été. On a expertisé tout ce qui était bon pour pouvoir le faire continuer le voyage. Donc notre client faisait partie de ces expéditions-là qui ont échappé à l'incendie. Bon, il y a eu quelques avaries particulières, bien sûr, par rapport au transbordement, la durée du voyage, mais le sinistre n'était pas important par rapport à l'autre qui était à bord. Des fois, pour certains clients, ils ont perdu totalement la marchandise qui a été complètement incendiée. Donc maintenant, par rapport à quand on voit tous ces aléas, tous ces risques qui touchent les marchandises, qui touchent les navires, ça fait peur, effectivement. Et pour les opérateurs économiques, je termine sur ça justement, j'arrive à la fin. Donc l'assurance, elle intervient pour pallier, donc pour protéger tous ces opérateurs, tous ces intervenants par rapport à ces risques-là. Donc on propose une protection, donc l'assurance elle est là. D'abord, il y a des transferts des risques sur l'assurance et également l'assurance elle est là pour pallier à ces risques, pour venir protéger les intervenants ou les opérateurs économiques, les indemniser en cas de sinistre. Et à travers tout cela, ça va permettre donc à ces opérateurs économiques donc, c'est-à-dire
alléger, amortir un peu les pertes et aussi permettre à ces opérateurs économiques de continuer leur activité. Donc l'assurance, elle va permettre la pérennité des opérateurs économiques. Sur ce, je vous remercie.